vous ne soyez pas trop dans l'ombre, je vous décale. Je suis désolé, hein, c'est juste pour que vous soyez plus à l'aise dans la lumière. On ne va pas vous voir, c'est dommage. Ça va bien. Pensez à bien, le micro vient devant. Bien sûr. Merci. Bonjour à tous et merci pour votre présence. On va donc démarrer la dernière table ronde de la journée qui s'intitule « Comment montrer la violence terroriste dans un parcours muséal ?» Alors vous allez voir, j'ai la chance d'être très très bien entouré pour aborder cette question, donc je vais faire une introduction extrêmement courte. On a en revanche des intervenants qui répondront en anglais, donc si certains d'entre vous ont besoin d'un casque et n'en ont pas à disposition, je vous invite à faire le nécessaire maintenant afin de pouvoir bien suivre toute la table ronde. Je vais donc être très bref dans mon introduction. Il est évident qu'un des buts du terrorisme, c'est d'utiliser les attentats pour choquer par la violence. Et donc l'attentat est pensé pour montrer une violence qui va déstabiliser. Et donc évidemment, pour toutes les institutions muséales qui veulent parler du terrorisme, se pose une question qui est de quel équilibre trouver dans la capacité à montrer le terrorisme sans faire le jeu des terroristes. Et donc ça, c'est une question qui peut s'aborder de beaucoup d'angles différents, et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Ce que vous allez voir, c'est qu'il y a à la fois des différences culturelles qui existent, mais aussi des différences au fil du temps qui s'écoule dans ce qu'un musée peut et doit montrer pour répondre à un certain nombre d'enjeux. Alors, très rapidement, parce que je l'ai laissé se présenter de manière plus complète après, j'ai la chance aujourd'hui, si je pars de la personne la plus éloignée de moi, d'avoir Mileva Stupar, qui est directrice du patrimoine à l'INA, d'avoir Lena Fareux, qui est directrice du centre d'information du 22 juillet à Oslo, d'avoir Carrie Watkins, qui est présidente et directrice générale du musée mémorial d'Oklahoma City, d'avoir Cliff Chanin, qui est directeur du musée mémorial du 11 septembre, et d'avoir Hajer Benawissi, qui est présidente et fondatrice de l'association Une Voix des enfants 14 juillet 2016, et d'être rescapée de l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice sur la promenade des Anglais. Après cette brève introduction, je vous propose de démarrer par des vidéos qui ont été choisies par Mileva, qu'elle nous commentera ensuite. Si j'arrive à faire marcher. Un lieu de guérison, un lieu d'espoir, ce sont les mots de Barack Obama qui inaugurait aujourd'hui le grand musée du 11 septembre à New York, une crypte géante en sous-sol sur le site même des attentats de 2001. Anne-Charlotte Inet. L'hymne américain résonne comme pour dire « Nous n'oublierons jamais ». Main sur le cœur, le président Obama et son épouse, aux côtés des familles des victimes du 11 septembre, dans le musée qui leur est désormais consacré. 2973 victimes, autant de visages que l'Amérique ne veut pas oublier. On regarde les noms, les photos de ces 3000 âmes innocentes, ces femmes, ces hommes, ces enfants de toutes les races, de tous les horizons. Ici, nous voulons raconter leur histoire pour que les générations futures n'oublient jamais leur courage. Dans ce musée souterrain bâti sur le site même des attentats, Bill et Hillary Clinton, le couple Obama, se recueillent. L'histoire résonne dans chaque objet. Ce casque poussiéreux, ce camion de pompiers pulvérisé qui rappelle le sacrifice de 343 d'entre eux. Une paire de chaussures ensanglantées retrouvées dans les décombres. Une montre aux aiguilles figées. Chaque relique du musée a été léguée par les familles des victimes elles-mêmes. Et puis il y a ces images, restées gravées dans toutes les mémoires. Les sons aussi, comme ces derniers appels de passagers à leurs proches. Pendant une semaine, seules les familles des victimes pourront y accéder. Ouverture au public le 21 mai prochain.
hemen gal, zea, ultraeskuinarena ere bai, tratatzen da. Las víctimas del GAL también están representadas aquí, fueron 27, también están las víctimas del terrorismo de extrema derecha y también terrorismo de extrema derecha y parapolicial y también del terrorismo de extrema izquierda. No vamos a olvidar que en España existieron los Grapo, que eran como acción directa en Francia y que son el tercer grupo de Europa con más víctimas del terrorismo, 92. Es decir, aquí esto es inclusivo, tenemos a todas las víctimas reconocidas por la ley. Eso es lo que tenemos. Y las víctimas del GAL son también víctimas del terrorismo. Raúl, beraz, hemen, edukazio eta baita ere erakusketen arduraduna zirazu. Hor ikusten dugu erakusketa bat kalean. Zergaitik kalera irten ere bai? Betu, leku hau guztientzako da. Ikastetxe anitz etortzen dira, eta pertsona helduak ere bai, hemengo eta kanpokoak denetarik, ezta? Baina pertsona batzuk ahalik eta lasterren ahaztu nahi dute, zer gertatu zen eta zergatik eta guztia, ezta? Zentzu horretan, terrorismoa gai hau oso latza izan zen, 1000 hilketa baino gehiago eragin zuen, ia 40 urte iraun zuen, orduan kontatu behar dugu eta jakin behar dugu hobeto eta gehiago zer gertatu zen, zergatik gertatu zen, nola gertatu zen, zer egin dezakegun ez errepikatzeko. Horregatik, helburu horiek lortzeko, erakusketak egin behar ditugu, bai hau adibidez kanpoan, bai memorialaren barruan, eta hezkuntza proiektuak eta denetarik, ezta, eta bar, eta bar. Nous avons... Ça marche. Ce sont des images que nous avons choisi de vous montrer parce qu'elles sont en écho, il nous a semblé très direct avec cette table ronde, avec même des tables rondes qui ont pu avoir lieu ce matin, et qu'elles nous semblaient illustrer à divers titres la variété de modalités qui existent aujourd'hui pour parler des violences terroristes sans pour autant exposer de nouveau le public à des images violentes, ou en tout cas comment encadrer l'exposition du public à des images violentes. Ces images, elles sont dans les collections de l'INA parce que l'Institut national de l'audiovisuel garde la trace, l'empreinte médiatique de tout événement qui a été couvert, notamment par un reportage journalistique. Donc il faut bien imaginer qu'à la suite des attentats de 2015, notamment, l'INA a été, comme d'autres institutions, très vite engagée dans une réflexion sur la visibilité et la monstration de cette violence terroriste. En vertu du dépôt légal, l'Institut enregistre en temps réel l'intégralité de ses flux médiatiques, radio, télé et web. Et donc nous avons été immédiatement le dépositaire de ce raz-de-marée médiatique, de ces chaînes d'information continue qui ont suivi les événements. Et il faut bien se dire aussi qu'au-delà de la captation automatique de ces images médiatiques, l'INA s'est engagée très vite dans des campagnes de collecte patrimoniale, notamment sur le web et sur les réseaux sociaux, dont on sait qu'ils sont un reflet important de la façon dont nous réagissons aux attentats. Ils sont un lieu où on vient s'informer, exprimer son émotion, débattre de l'événement, manifester sa solidarité. On sait que après les attentats du 13 novembre, on a évalué à plus de 10 millions le nombre de tweets échangés en 24 heures, 20 millions sur une semaine. Et donc il nous semble important de documenter ces images au-delà même de la couverture médiatique par la réaction qu'elles suscitent dans notre société. Et je pense que ça a été rappelé ce matin aussi. On sait l'importance des médias dans la compréhension du phénomène terroriste et de son impact. Et donc la constitution d'un patrimoine qui vienne documenter la violence terroriste est une évidence. Ça ne pose pas de questions pour nous. Mais ça ne va pas sans poser d'autres questions. Évidemment, c'est la question dont on traite ici, à savoir la question de l'exposition de la violence terroriste et de l'exposition à la violence terroriste. Alors, quelque part, elle commence pour nous, même en interne, c'est-à-dire que
la première chose à faire, c'est mettre en place des dispositifs pour accompagner les équipes de l'INA, notamment les documentalistes qui sont chargés de visionner ces contenus, de les indexer les programmes d'information, et qu'il a évidemment fallu assez vite protéger d'une surexposition à des contenus traumatisants pour prévenir un risque de traumatisme indirect, un risque de traumatisme vicariant. Alors on avait déjà à l'INA une expérience sur laquelle s'appuyer, puisqu'on avait déjà traité des fonds historiques sensibles qui gardent la trace d'autres violences extrêmes perpétrées dans des contextes de guerre et de génocide. On peut penser aux fonds qui sont liés à l'INA, à l'histoire de la Shoah, aux fonds qui sont liés à l'histoire des génocides des Tutsis du Rwanda ou encore du Cambodge. Et c'est une des premières leçons que nous avons apprises, c'est que le dialogue avec les historiens, avec les documentaristes et avec les institutions mémorielles en charge de ces sujets doit être constant pour nous permettre d'encadrer au mieux la circulation de ces images. Parce que c'est là, évidemment, que le nœud se fait. C'est dans la circulation de ces images, une fois leur diffusion médiatique passée, une fois qu'elles rentrent en patrimoine. Nous sommes les héritiers directs, nous, l'INA, des mêmes questions que se posent les journalistes au moment de la captation des images sur le terrain, puis au moment de leur diffusion, puisque nous en héritons, c'est par notre truchement que se jouera finalement leur réactivation dans un contexte patrimonial. À ce titre, je crois que les images de l'attentat de Nice, pour le coup, ont été aussi un tournant. On se souvient que ces images qui ont été diffusées en flux continu ont suscité des réactions très violentes du public, très choquées par leur brutalité, et notamment par l'interview d'un homme qui venait de perdre son épouse et qu'on interviewait alors qu'il était auprès du cadavre de son épouse. La chaîne elle-même a présenté ses excuses pour la brutalité de ces images et s'est engagée à ne pas les rediffuser. Donc nous sommes à notre tour les dépositaires de cet engagement à ne pas réactiver ces images pour que le public ne soit pas exposé une seconde fois à cette violence. Alors évidemment, nous les tenons à la disposition de la communauté des chercheurs, nous les gardons, elles sont documentées, elles appartiennent au patrimoine, mais nous serons très attentifs à ne pas les rediffuser sans un encadrement extrêmement rigoureux. Ça, c'est un des premiers points, je crois. Et puis, pour l'INA, si nous ne sommes pas un musée, nous faisons néanmoins tous les jours un travail de médiation important en tant que média du temps long sur nos réseaux sociaux, sur notre site, sur notre plateforme éducative destinée à accompagner les enseignants notamment. Et nous avons pour règle, indépendamment du sujet même qui est celui de la violence terroriste, de ne jamais laisser un contenu brut circuler. C'est-à-dire qu'on sait qu'en tant que média du temps long, ce qui est important, c'est de contextualiser. Et avec une règle aussi qui est que plus un contenu est sensible, plus son accompagnement doit être approfondi et plus il doit être pensé pour un public d'aujourd'hui, voire un public de demain. C'est-à-dire toujours penser à établir ce pont avec la génération qui vient. C'est ce qui a pu nous animer en lien avec des chercheurs, en lien avec des professeurs du secondaire aussi, à établir sur notre plateforme d'enseignement Lumni des parcours pour les enseignants, pour pouvoir leur donner des outils sur lesquels s'appuyer pour parler à leurs élèves des violences terroristes, notamment après l'assassinat de Samuel Paty. Alors, on doit à Claire Secaille, qui est parmi nous, de nous avoir accompagnés sur plusieurs de ces parcours, et à d'autres chercheurs également, mais on a mis en place notamment des parcours pour revenir sur les mots qui sont utilisés lorsqu'on parle des attentats dans les médias, un parcours pour décrypter les mécanismes de médiatisation des attentats, des parcours aussi disponibles sur des notions connexes mais essentielles, la laïcité, la liberté d'expression. Et puis de la même manière, après 2015, quand le temps de l'analyse est venu, l'INA a naturellement accompagné le travail scientifique qui a permis de comprendre à la fois la nature des images en circulation et leur rôle dans les phénomènes traumatiques. À travers la revue des médias, il y a eu pas moins de 25 articles d'analyse, et notamment un travail mené au long cours sur la médiatisation des événements, les controverses liées au rappel à l'ordre du CSA, qui est l'organisme de régulation français, et qui a mis en cause souvent le travail des journalistes, reposant une deuxième fois les enjeux de la liberté d'informer dans le respect de la dignité humaine. Alors, le plus ambitieux travail de recherche a été réalisé dans le cadre du projet 13 novembre, piloté par Denis Péchanski, que je vois très directement là. Et les milliers de témoignages que l'INA a enregistrés comme opérateur du projet et qui sont en cours d'analyse par les chercheurs permettent déjà de mieux comprendre ce lien entre exposition aux images des attentats et stress post-traumatique, au-delà même du cercle des victimes et des survivants. Donc aujourd'hui, au moment d'accompagner le Musée mémorial du terrorisme dans le choix des archives audiovisuelles qui viendront enrichir son parcours,
Nous pouvons nous appuyer sur cette expertise et sur tous ces résultats de recherche. Et nous nous engageons, c'est notre engagement, à travailler avec une conscience aiguë de la charge émotionnelle dont peuvent être porteuses les images des attentats, et notamment des questions juridiques que pose leur exploitation. Et notre conviction, et c'est bien pour ça que nous sommes là aussi aujourd'hui, c'est qu'il s'agit d'archives incontournables pour comprendre les événements, leur impact sur nos sociétés, leurs traces mémorielles, et qu'ensemble, historiens, archivistes, professionnels des musées, si nous travaillons ensemble à une sélection fine, à une contextualisation, à une médiation des documents, ils pourront aider le public à donner un sens à ces événements et non à rejouer les traumatismes et la violence. Merci, c'est très clair. J'ai évidemment oublié de préciser que vous pourrez poser des questions à la fin, parce que c'est des interventions extrêmement riches. Juste une question, notamment sur le programme 1000. Finalement, vous êtes dépositaire de documents qui n'ont jamais été montrés. Non. Voilà. Et il arrive un documentaire très prochainement qu'on a hâte de voir, qui reprend une partie de ces images. Comment est-ce qu'on traite justement cette différence entre le flux qu'on a capté et puis celui, j'allais dire qu'on crée, c'est pas tout à fait ça, mais dont on est les premiers dépositaires? Ici, il y a une distinction qu'on fait très bien, c'est-à-dire qu'il y a effectivement l'enregistrement de l'immédiateté, cet enregistrement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et puis la question de la construction d'une mémoire. Alors, la première règle pour ça, et là, elle est plus que remplie, c'est qu'il y a un cadre scientifique très clair et un protocole très clair et des données aussi extrêmement claires sur les conditions dans lesquelles ces images peuvent être montrées. C'est le cas avec le projet 13 novembre, mais c'est le cas sur tout ce qui a pu être fait autour de la mémoire de la Shoah. Voilà, c'est une question d'inscription, pour le coup. Enfin, le temps de la diffusion, le fait que le temps de la diffusion soit éloigné est important aussi dans le témoignage que l'on peut recueillir, la parole, le temps de parole qu'on laisse la durer, et cette non-obligation d'instantané, c'est-à-dire que c'est tout ce qui fait la différence entre un discours politique et un témoignage un peu plus intime. Très bien, merci, c'est très intéressant. Vous avez parlé de Nice, donc je vais maintenant me tourner vers vous, Ager. On a parlé de ces contenus à chaud journalistiques qui ont créé la polémique, mais je sais que ça, et puis évidemment cette expérience d'avoir survécu à l'attentat, vous ont poussé à beaucoup réfléchir, et notamment sur la question de comment est-ce qu'on pouvait montrer sans pour autant édulcorer les choses. Je sais que c'est une discussion à laquelle vous contribuez avec le musée. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de comment vous voyez cet équilibre-là? Alors oui, tout d'abord, merci beaucoup de me donner la parole aujourd'hui. J'en suis honorée. Je ne vais pas vous parler, moi, en tant qu'experte judiciaire ou scénographe ou historienne. Je vais vous parler par rapport à mon expérience et ma sensibilité de survivante de l'attentat du 14 juillet, mais aussi de filles de parents qui ont été blessées lors de cet attentat, de sœurs d'une victime, de tata d'une enfant victime, de victimes moi-même blessées, hein, vous l'avez compris, et surtout comme maman d'une enfant victime, car ce terrible soir, ma fille Kenza était avec moi et sa vie a basculé comme la mienne. Et enfin, je vous parle aussi, et Arthur l'a dit tout à l'heure, comme présidente de l'association Une Voix des enfants que j'ai créée après l'attentat pour accompagner les enfants victimes, défendre leurs droits, mais aussi pour agir en faisant de la prévention, de la sensibilisation et de l'éducation à la citoyenneté. Mon regard est donc intime et très engagé à la fois. On a un peu vu les définitions du terrorisme compliquées ce matin. Le terrorisme, c'est pas seulement un acte de mort, c'est une volonté de détruire le lien humain. Pour moi, c'est une volonté de briser la confiance en la vie. En tout cas, moi, j'ai perdu confiance en l'humain, en la société après l'attentat. Et c'est tout ce travail que j'entreprends depuis pour faire et me refaire en même temps. Il s'attaque à ce qui nous unit les uns aux autres, à ce qui fait de nous un tout solidaire. Il y a des blessures qui sont visibles, évidemment, mais les plus profondes sont souvent invisibles aux autres. Elles s'installent dans les cauchemars, dans l'angoisse, dans la difficulté de retrouver une vie normale. Elles s'impriment dans ce sentiment qu'on ne sera plus jamais les mêmes. Pour moi, elles portent aussi le poids de ce moment où j'ai cru mourir, et pire encore, où j'ai cru voir ma fille mourir sous mes yeux, broyée sous les roues d'un camion. Et cette violence, elle ne s'est pas arrêtée ce 14 juillet. Elle se poursuit dans des séquelles physiques, des peurs, dans les phobies qui accompagnent nos enfants,
et qui complique le fait pour eux de grandir et de se reconstruire. C'est sensible parce que ça touche à l'intime et qu'il faut protéger la dignité des victimes surtout, mais c'est aussi indispensable parce que nous n'avons pas le droit non plus de laisser le silence recouvrir ce que le terrorisme a infligé à nos vies. Parce que le silence, ce serait aussi une autre forme de violence. Alors, qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on ne montre pas ? C'est un dilemme permanent, on a eu cette conversation. Si on en montre trop, et de manière trop crûment les choses, des images sanglantes, des détails insoutenables, on risque d'abîmer la dignité des victimes, de traumatiser à nouveau et même de choquer les visiteurs. Si on atténue trop, on édulcore et on trahit la vérité de ce qui s'est passé. Une victime, c'est pas seulement l'instant de sa mort ou de sa blessure. Avant ça, il y avait une vie, une histoire, une humanité. C'est ce respect-là qui doit guider chaque choix muséal, à mon sens en tout cas. Et moi, en tant que maman, je pense toujours à ma fille en premier lieu, Kenza, et je me dis, si demain elle entre dans ce musée, je voudrais qu'elle y retrouve non seulement l'horreur de ce que nous avons traversé, de ce que nous avons vécu, sans que cela soit amoindri, mais qu'elle y retrouve aussi la dignité de ceux qui, comme nous, se relèvent, résistent et puisent au quotidien dans des ressources incommensurables pour trouver la force de continuer. Mais alors, comment faire pour rendre cette violence présente sans rester figé dans l'horreur ? Et pour moi, à mon humble niveau, il existe différentes manières de montrer la violence par des traces matérielles, on l'a vu, des montres qui restent figées à l'heure du drame, des chaussures abandonnées, des jouets d'enfants qu'on retrouve sur les lieux, des objets qui peuvent raconter l'absence, la brutalité avec une intensité bouleversante. Par des récits humains aussi, la violence, c'est pas seulement le sang ou les décombres, c'est aussi le chaos intérieur, des vies bouleversées, une voix qui tremble, une phrase manuscrite, des vidéos courtes, des témoignages, comme on l'a vu juste dans la table ronde d'avant. Quand une victime livre son témoignage, quand nos enfants et ma fille a témoigné au procès de l'attentat, leurs paroles, ce que je vous disais tout à l'heure, avec leur petite voix d'enfant, apportaient bien plus fort que n'importe quel document officiel. Par la mémoire collective, par exemple, toutes ces fleurs, les bougies, les dessins d'enfants, des mots qui sont déposés chez nous sur la promenade des Anglais, qui disent aussi quelque chose de fondamental, c'est que, oui, le terrorisme veut fracturer la société, mais il suscite aussi une immense solidarité, une union, une communion, tout le contraire de ce qu'il veut. Par l'expérience sensible, on pourrait imaginer des salles dédiées à vivre des expériences sensibles avec un silence, une lumière qui s'éteint, un bruit sourd, des sirènes, qui peuvent faire ressentir de manière mesurée ce que fut cette violence, mais toujours, bien sûr, en laissant le choix aux visiteurs, une porte de sortie, en prévoyant un espace d'apaisement, car il ne s'agit pas de choquer ni de traumatiser, mais de permettre de comprendre. Merci beaucoup, c'est extrêmement fort. Ce que j'entends dans ce que tu dis, Ager, c'est qu'il y a deux choses. Il y a évidemment des éléments qui viennent parler du moment de l'attentat, mais qui a aussi une grande importance sur le chemin de l'après. Et je crois que justement, tu as fait un certain nombre de dons dont on pourrait parler, qui vont au-delà de l'attentat, mais qui expliquent ce qu'est le cheminement des victimes, finalement les conséquences que l'attentat a et que le terrorisme a sur ceux qui frappent directement. Je ne sais pas si tu peux nous commenter un certain nombre de ces objets. Alors oui, j'ai confié 3 objets pour l'instant, parce que peut-être que j'en ai d'autres à confier aussi, aux collections du futur musée. Et à travers ces objets qui sont les miens, mais à travers d'autres objets que d'autres victimes peuvent confier, il y a des traces intimes et ces objets dégagent et racontent des choses très fortes. Elisabeth a dit hier soir, c'est des récits dans le récit. J'ai retenu cette phrase. Donc le premier, celui-là, là, qu'on voit, c'est le dessin de Kenza. Elle l'a réalisé dans les lendemains de l'attentat,
alors qu'elle avait que 4 ans, et elle a continué à le faire pendant des années de manière frénétique, notamment dans le cabinet de sa pédopsychiatre qui l'a suivie jusqu'à il n'y a pas très longtemps, Dr Battista. Maintenant, elle est suivie par quelqu'un d'autre parce que Dr Battista n'est plus au CE2P. Donc ce dessin, je ne sais pas si vous voyez bien, on voit ce qui est bleu, c'est la mer. Ce qui est jaune, c'est nous. Kenza était habillée en jaune ce soir-là, tout en jaune. Elle avait un petit chemisier jaune et un petit leggings jaune. Donc je pense que la couleur jaune, c'est par rapport à ses vêtements. Le rouge, c'est le sang. Moi, j'ai été blessée, donc c'est mon sang qui a coulé. Et cette silhouette que l'on voit là, un peu, cette forme, c'est le camion, et ce personnage au milieu, c'est le terroriste. Voilà. Et Kenza, donc, elle a refait ce dessin, mais des fois, dans le cabinet de sa pédopsychiatre, elle prenait des feuilles par trentaine, par quarantaine. Des fois, ça durait 2 heures, et elle n'arrêtait pas de dessiner le même dessin, le même dessin, le même dessin. Voilà. Et en 2017, il y a une commissaire d'exposition qui est fondatrice du projet Déflagration, c'est Zérane Girardot, qui constituait des œuvres sur des dessins d'enfants pour faire valoir le témoignage des enfants par le dessin, qui s'est rapproché de la cellule du CE2P, qui est le centre du psychotrauma des enfants, qui s'est créé 7 mois après l'attentat, puisqu'énormément d'enfants, et ça c'est la particularité de Nice aussi, ont été touchés lors de cet attentat. Donc s'est rapproché de Dr Battista, professeur Ashkenazi, qui lui ont parlé du dessin de Kenza, et qui l'a intéressé. Donc ils sont revenus vers moi pour me demander mon autorisation, et j'ai accepté que le dessin soit transmis à Zérane, qui l'a mis dans son expo Déflagration, et qui fait le tour de plein de musées un peu dans le monde. Voilà, et donc j'ai pensé aussi que ça pouvait être intéressant pour le musée d'avoir ce dessin qui n'est pas un dessin comme les autres. C'est une tentative aussi de mettre sur le papier ce qu'aucun mot d'enfant ne pouvait dire à ce moment-là. Il est l'expression d'un traumatisme immense qui a meurtri ma fille dans son enfance, et il témoigne de l'irruption brutale de cette violence dans ce monde d'enfants, et de ce besoin de l'exprimer à sa manière aussi. Voilà. Donc on va... Un deuxième objet. Voilà, ce deuxième objet, c'est un masque. Donc ce masque de super-héros. En fait, Kenza est venue avec moi au travail. C'était pendant les vacances de février 2019. Février, c'est la période du carnaval à Nice. Et dans l'endroit où je travaillais, il y avait un atelier d'art qui fabriquait des masques avec des enfants. Et Kenza n'était pas prévue sur l'atelier du tout. Et on m'a dit, est-ce qu'elle peut venir? Est-ce qu'elle est d'accord? Donc moi, j'ai dit, vas-y, ça va être plus intéressant pour toi d'aller faire de la peinture. Et le thème de ce projet, c'était de créer un masque avec un pouvoir de super-héros qu'elle aimerait avoir. Et comme vous pouvez le voir, donc le masque est bleu. Ce bleu, c'est la mer de Nice. Il a un cœur rouge comme casquette. C'est pour elle, en tout cas, c'est ce qu'elle a défini, les enfants auxquels elle pense qui sont morts ce soir-là. Et il a des yeux partout, et les yeux sont très exagérés sur le masque, parce que, et c'est la première fois qu'elle l'a dit, pour elle, le plus grand des pouvoirs, c'est de voir. C'est parce qu'on a vu qu'on a réussi à se sauver. Voilà, c'est parce qu'elle a vu le camion arriver, qu'elle me l'a dit, que je l'ai vu, et qu'on a réussi à se sauver. Voilà, donc il a un sens aussi particulier, dans le sens où moi j'ai été blessée, et mes blessures finissent par me faire perdre la vue aussi, puisque ça m'a attaqué le nerf optique, et donc pour Kenza, cette vue est très importante, et sa question maintenant, elle a 13 ans, c'est si tu vois plus et qu'il se passe quelque chose, comment on va faire? Voilà,
Donc voilà, et c'est dans ce masque qu'elle a exprimé ça pour la première fois. Et enfin, un troisième objet. Alors, oui, ce troisième objet auquel je n'avais pas du tout pensé au début, je portais des boucles d'oreilles le soir de l'attentat, et c'était des boucles d'oreilles hibou. Donc je portais cette paire de boucles d'oreilles. Et lorsque le camion nous a foncé dessus au stand de bonbons et que j'ai été blessée, j'ai perdu, je m'en suis aperçue après, une des paires, et l'autre est restée accrochée à mon oreille qui était blessée dans le sang. Et donc on me l'a donné à l'hôpital quand on m'a recousu l'oreille, tout ça. Et donc je l'ai gardé précieusement. Et ce hibou est devenu un peu notre animal totem, porte-bonheur. On en a partout maintenant dans la maison parce que quelque part on a l'impression qu'il nous a un peu protégés aussi. Donc voilà, on se raccroche à tous les symboles et tout ce qui nous fait du bien aussi depuis. Donc voilà, c'est un objet qui est très important, voilà, qui veut dire beaucoup pour nous depuis l'attentat. Voilà. Donc voilà, c'est exactement la mission aussi de ce musée, c'est qu'à travers ces objets, on comprend que montrer la violence terroriste, ce n'est pas seulement figer les instants de l'attentat, c'est aussi montrer ce qui vient après les séquelles, la mémoire, les conséquences, les résonances intimes. Et c'est là toute la force d'un musée, donner à voir la violence à travers ce qu'elle laisse derrière elle et la vie qui, malgré tout, tente de continuer. Montrer la violence terroriste dans un musée, c'est pas seulement raconter le passé, c'est aussi prendre une responsabilité citoyenne. C'est dire voilà ce qui s'est passé, voilà ce que des femmes, des hommes, des enfants ont enduré. Un musée tel que celui-ci ne doit pas être juste une galerie de l'horreur, il doit être un lieu d'éducation et de transmission, et je sais que c'est cette portée-là aussi qui est importante pour tous, pour les futures générations. Il doit être un lieu de compréhension, mais aussi d'espérance d'un avenir meilleur. Alors pour conclure et pour essayer de répondre à cette question de comment montrer la violence terroriste dans le cadre d'un parcours muséal, eh bien pas seulement dans son horreur brute pour moi, mais dans ce qu'elle provoque, donc toutes ces vies brisées, mais aussi des forces nouvelles qui émergent. Voilà, c'est pas figé, c'est transformer l'horreur en mémoire, la mémoire en vigilance, la vigilance en responsabilité commune. Et en réfléchissant à cette question, j'ai repensé à une phrase d'Emmanuel Kant dans son livre « Idée d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolite », un livre que j'avais lu adolescente et qui m'accompagne toujours, que je trouve traduit très bien ce que je pense pour répondre à cette question, c'est que l'humanité ne peut se réaliser qu'en reconnaissant la dignité de chaque souffrance et en la transformant en responsabilité commune. Donc voilà, c'est un peu en partie cette mission-là que j'attends de ce musée. Merci beaucoup Hajer pour ces mots très forts et je pense pour cette démonstration de la force du témoignage et du fait que la subjectivité et l'incarnation ont toute leur place dans ces parcours muséaux. Et justement, ça me fait poser une question, Léna, sur finalement ce que vous faites à Oslo. I can do it in English as well. The question would be the name of the museum you're heading in Oslo, which is a center, 22nd of July Center of Information, relates to some form of objectivity as opposed to the subjectivity of, testimonies. Could you walk us through, why that name, what you do, and the objectives of the center? First of all, thank you so much for sharing your story. It's very strong, and I'm so glad to be invited here to listen to all speakers. I would like to make a comment on your question, Arthur. First, I want to tell a little about the 22nd of July Center and why we call it that. But for
people who are not familiar with Norwegian history, maybe we should just recall a little. And we had the worst terror attack in modern history in 2011 in Norway. 77 people were killed, 8 in the governmental area where the perpetrator placed the bomb. And later he went to the island of Utøya where he killed 69 people. He shot them. He was a right-wing extremist called Anders Behring Breivik, and he had planned this terror attack for several years. His target was the Labour Party and the Labour Youth Organization, and he wrote that in his manifesto. He wanted to destroy the political situation in Norway and also the future of the Labour Party. And why did he, as a right-wing extremist, had them as a target? Yes, because he meant that the Labour Party was responsible for all the immigration of Muslims and other people in Norway. And as you all know, right-wing extremism is anti-Islamic, anti-feministic, and anti-democratic. And he wanted to really destroy the Norwegian society as well. So the short version is that in the early aftermath, the government of Norway, the Ministry of Information, they put up an information center, both telling the story about Utøya and the governmental quarter. And both Carrie and Cliff were active then in 2015. And I think the reason why they called it the center was that it should be very sort of objective. And it was because of the political situation in the aftermath as well. And now we are opening, after soon 15 years, opening the big news center in the governmental quarter. So it has taken us 15 years to build this center. We had a phase now in a modern bank building where we have been and had a lot of exhibitions. We had a testimonial project, a documentary project, and we have also started our collection work. So, and we also have a lot of testimonials. And the special thing about the 22nd of July Center, it's now under the Ministry of Education and Research. So it's 100% financed by the government. And it's supposed to tell the story of the reason for the attack and also the consequences. And regarding the consequences, unfortunately, we had 2 more right-wing extreme attacks in Norway. The latest was the 26th of August this year. So it's continuing, unfortunately. So how do we respond to this? We are building this center. We are building a new exhibition. We have 3 classrooms. So the educational programs is very, very important for us, especially with the witness programs. And in Norway, the 22nd of July, and the context of this is in the national curriculum. So the pupils in Norway has to learn about that and the Holocaust. So it's very important for the Norwegian government to build this center. And how should we deal with what we tell? I'm thinking of 3 words, and I'm very inspired what you said as well. We can't be too brutal, but we can't be too naive either. So we have to tell about the 3 T's: terrorism, time, and trust. It's my words here. So we really need to balance this, because we have to tell the truth. We have to have a timeline where we can show the brutality, what terrorism is, and explain the consequences, both for the personal consequences, but also for us as a society. And we know that the narrative changes. And that brings us to time. We have now a generation gap after 15 years, where some of the victims have just started their recovering process and are telling their stories. At the same time, we have pupils who don't
have their own memories from this. So we have to tell the brutality, but we also have to protect victims from the most brutal pictures and sounds. So we are thinking of actually have an alert in the exhibition so they can choose where they go. And we have to have a common understanding of when time pass by, we can show other artifacts from our exhibitions, we can have another narratives, and we have knowledge now which we didn't have 15 years ago. And the last thing I want to focus on is the trust. I want to build an exhibition and a center who make us possible to trust the democracy, trust that it's truth there amongst the conspiracy theories, that we can believe in science, and also that we can learn from other centers. I'm very thankful for our cooperation. And the last thing I want to say that I've seen so many exhibitions which really are deflating you. So we want to have an exhibition who gives you hope for the future, especially the younger generations, of course, but also an action to, or a call to action for the future generations. Thank you. Thank you, Lena. Very clear. Just a first question. I believe there has been at least one movie about what happened, which was very focused on the killing on the island and not the bombing in Oslo. Do you have a mission, you know, to put things in perspective and to re-put things in perspective compared to fiction? Or does that go beyond what you want to do? Yes, and you know, our terror tactics have been at least 2 movies and a lot of theater plays and so on. And it's not my mission to criticize those movies because it's artistic freedom. So I think the society needs them as well. But for us as an educational and memorial center, we want to tell the story in a little different way. And what we can see that it's a lot of teachers who are very, very frightened of having this as a subject at school, so they put on the movie and checked, you know. And that's a problem because they don't get the whole picture. So we really want to make our own movie, maybe with the scientists and all our experience after these years. So we also have a huge teacher training program so they can be secure in their own classroom and also when they come to us. So let's make more movies. Okay, very clear. And about the 22nd of July and the terrorist that committed that crime, he had written a manifesto. I know that you could have access to the weapons, or at least part of the weapons he used on the island, to the police uniform he used to fake himself as a policeman. What do you want to show? What can you show, and why? I think we've seen in the movies in the beginning some weapons that were used in Spain. What choices did you make about this? To be honest, we are in the middle of these discussions at the moment. We haven't really decided how far we can go and what artifact we should show. And we will discuss that during the winter, but we have some ideas. And I think it will be too early and too difficult to show the weapons. And when I started in 2019, it was sort of a secret that the weapon existed. A lot of people were told in Norway that the weapons were destroyed, but now everyone knows that they exist. So it's a lot of taboos regarding these artifacts. So we're now discussing all these things. What can we show and why are we going to show it? Because it can be a little sensational as well. So I'm afraid we don't have all the answers now, but we know for sure that we have artifacts from the perpetrator. We have artifacts of the destruction, the bomb.
And that's why we are working a lot now to have personal items to balance this picture. So we are looking forward to the coming discussions about this, and we hope everyone can come next summer and see the exhibitions in Oslo. Then we have all the answers. Thank you very much, Lena. Maintenant, je vais passer à vous, Cliff. On remonte dans le temps. On est donc sur un attentat commis en 2001, mais paradoxalement, les images de cet attentat, tout le monde les a vues dans cette salle et tout le monde les a probablement vues dans le monde. Et donc vous, c'est un autre enjeu que vous devez répondre, c'est que cet attentat-là marque à coup sûr une date historique, le début de la guerre contre le terrorisme. Et donc construire ce lieu a été la réponse à beaucoup plus d'enjeux que des attentats, disons, moins médiatisés ou moins mondiaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça a été pensé, à quels enjeux vous avez essayé de répondre initialement? I want to make a comparison because, and I've done this before with Carrie and the Oklahoma City project. Oklahoma City bombing happens in 1995. Ours happens a little more than 6 years later, our event. The material that they had in Oklahoma City is a generation different from what we had in New York to tell the story, because the 9/11 event happens just as the transformation of technology is bringing technology into people's hands personally. And so you have all of these different forms of documentation that are going on simultaneously. Whereas in Oklahoma City, the difference was it was a much more pre-technological transformation moment, which means the archives and the collections are very different, which means also the challenges of presenting this material in a museum is different, because in both cases, you have the depiction in one way or another of extraordinary violence, but the transformation of technology means the intimacy of the violence is much more evident through the materials that are available. And the subsequent museums that we've learned about from Lena and the MMT as it's developing in Spain, with Raul's project, all come after 9/11 and have access to materials that will even further penetrate this intimacy of violence and death. And so every one of these projects has had to face the same questions, but using different materials to answer those questions. And I would say the process, as I've learned about it from what we did, and then from participating at a distance with some of these other projects, you really are confronting how your institution is going to portray the last moments of people's lives. You're going to do that in a public venue, and you're going to do that in the presence of the family members of those who were killed. Different cultures have different contexts and ways of understanding this, and presumably different ways of approaching or even tolerating what is shown. But in every case, the creation of such a museum has to find whatever the local cultural limit is. In our case, and again, it was earlier, I wonder today whether, because of the materials that would be available for a comparable terrorist attack, I wonder whether, because people have become so familiar with this technology, with the distribution through social media and other means, I wonder whether there's a desensitization, that more would be tolerable in a museum context than would have been the case before. With us, the emblematic story, or part of the story, which defined the event as people were watching it, was the plight of people who were trapped in the towers and couldn't get out. And the flames, the smoke, the heat came closer and closer to them. And so they stepped out of the building. Now, showing that is one thing. Describing it is also a challenge.
we had long discussions about what words do you use for what people did in these circumstances. And it's an impossible, you never use the word choice in this circumstance. There's no choice. This dilemma that people faced. And so when the firefighters arrived, they were talking about jumpers, which is a standard term that they use in their work. We could never really come and say people jumped, in part because we faced the dilemma, not that a firefighter faces in describing reality, but we faced the dilemma of presenting a situation where the essence of the situation was the betrayal of the intimacy of death, because we were all seeing something that I think intrinsically we understand we should not have been seeing, and yet making this public. When we showed the images of these choices, because again, it was a defining part of tax, it was a defining part of the event, and it really was the essence of the violence that was inflicted on people. And so we said it in a separate part of the museum exhibition. We have a warning. We tell people this is difficult material. You can choose to go in or not. If you don't go in, you still have the story of 9/11. And then we made two decisions. One, we would not show video of someone falling, only still photography. And second, we would never show someone who could be identified. So the images we have are of people who you don't know who they were. This was our compromise, if you will, because we had long discussions with many of the most concerned groups, and guess what? They did not agree among themselves, and so it came back to us. And then the word jump, fall, is something that different people use in different contexts. And so the sensitivities are enormous. The challenges exist no matter what cultural or political context you're in. But in every case, you have to find the limit. Sometimes you go across it and you have to pull back. Sometimes you may not go far enough towards representing the clarity, almost the purity of the situation. But that's part of the challenge of what this is. Thank you. This is, of course, very interesting. You're using the word we, which implies, of course, that all these decisions are collective. Who is part of that collective who makes the decision? Because, of course, we understand that you talk to people from the families, and of course, but the decision, who does it belong to? So it's a complicated process. There are many, many different stakeholder groups and professional staff, and then the board of trustees that oversees the work. And then, I mean, after 9/11, I'm a New Yorker, so this was my home. Everybody had an opinion about this. It was unbelievable to think that this had so struck the world, obviously, but so close to home. Everybody had an idea of what should happen. So even if you weren't directly affected, you had a strong opinion of this. So the process for developing first the memorial and the museum reflected the engagement with different groups, whether it was the public at large, whether it was the family groups, the first responder groups. All in all, we created a process where we had 3 or 4 times a year for 8 years, at least that frequently, meetings with all of the different stakeholder groups so they could express themselves about different problems in developing the museum. They could express themselves in front of one another because the stakeholder groups did not have the same perspectives on all issues. So it is a we, it is a collective. I mean, the thing about 9/11, anything that was done in response to 9/11 was necessarily collective because the scale of the event was so large that it was too large for any single person to do anything that could stop it or change it. So the work that was done, the extraordinary work that was done by individuals, had to be done collectively because that was the only way to match the scale of the event. And so our work is collective.
in the sense that we had a long process, a difficult process, an engagement with these groups over time, again and again and again, to try to figure out where we could land. And we didn't always land in ways that made everybody happy, but we always explained why we were making the decisions we were making. And do you have more latitude with the temporary exhibits than you have with the permanent questions with the permanent exhibit? Yeah, and this is interesting for Carrie too, because it's 24 years since 9/11 happened. So if we had waited this long to do the museum and we're starting to do it today, my guess is it would be a different historical narrative than it turns out to have been at that point. And I think in Oklahoma City, you've had the same experience of making changes later that you couldn't start with. And so, you know, the challenge really is the impact of time on sensibilities, on the facts as they become available, and how you see the story, both individually and collectively. And so we have temporary exhibitions that do different things than the historical exhibition. We try to develop in the temporary exhibitions particular aspects of the 9/11 story, some of which did not get into the historical exhibition. Eventually, I suppose, like in all museums, we will have to redo the historical exhibition because there's a lot that's not there. But yes, we have, I won't say more license because our approach to doing these things hasn't changed over the years. But I think we are doing things, we're doing some things now that I don't know that we would have done 15 years ago when we started on all this. Thank you, Cliff, and that's a perfect transition to you, Carrie. So about the Oklahoma City National Memorial and Museum, you were kind enough to bring some photographies, which maybe you could comment to show us what it is, if that works. And maybe I'll hand. Yeah. So just to show us around, show us what has been done and you know why. Well, the first picture is our Conscience Committee, and that is a committee of 25 or so family members, survivors, and first responders. And that really begins to show, that's the committee we take everything to. This is a interfaith chapel that we rededicated as part of the 30th anniversary. Muslim, Jewish, and Christians came together to build this after the bombing, and we worked together to rebuild it and update it. And so I love that picture because it represents so many different people and so many different journeys, much like your journey that you were on. We value their story, and their story is critical. We have nothing without their story, and we take the guardianship of that very personally. And I'll just say, this is the memorial at night. It's 168 empty chairs. Each chair has a name on it that represents the person who was killed. They are stacked in 9 rows, representing the 9 floors of the government building that was bombed by an American soldier. And I'll flip through these very quickly, but here it is at daytime. So this is in the heart of the city. It's 3.5 acres right in the heart of the city, much like 9/11. It's a government building that was used often, and they went to work that day. They did not go to war, but they did not come home either. And so you get to understand that the senselessness of violence. Our mission statement dictated to us that we must teach the brutality of the attack and the tenderness of the response. And so we have to show the horror of it. You can't see 168 chairs and not understand the horror of it. But you also, in the museum, this is the survivor tree that was the parking lot that morning in American Elm. It's 110 years old. It stands at the tallest part of the memorial overlooking the site, and it's where we gather for special events. Tomorrow, 50 mayors will join there with our mayor in signing a declaration of working together. In America, that's a really big issue right now, of coming together and working together. And so we're proud to host them tomorrow. Just a quick aerial of the site, and you can see in kind of the heart of the city. But inside, you go into a room and you hear the sound of the bomb, taped on a tape recorder at a building nearby. In 1995, on a Radio Shack cassette tape, this bomb was recorded. And
you hear the sound. Now, our folks walk you through that before you get to go. You can walk around it if you don't want to, but you see in an instant how 168 lives were taken. And then we show the manifesto, or the Hunter diaries, the Turner diaries and the Hunter, and the other things that were going around in 1995, and how Timothy McVeigh and his fellow perpetrators used this book, which is readily available and can be used, but that is how he created the bomb. Now, that was a very big discussion, as you can imagine, but it was out there, and we thought we might as well own it and explain that story so that people understand it. I would say, Cliff said this, from when we opened in 2001, February 2001, iPhones were not in everybody's pocket. Smartphones were not out. And so those came later, but today they are part of our daily, they're on us all the time. And so we had to think through that as we re-looked at the museum a couple years ago. We show the actual wear from the firefighters, and they're honored to have that in there. The axle, which is one of the key pieces of evidence that was blown 300 yards that a policeman found, that was a key piece of how we captured of knowing who rented the truck. The Dreamland sign, this I would say was one of the most controversial pieces we added 10 years ago. This is where the hotel where McVeigh and his fellow Army soldier stayed and created the bomb. McVeigh checked in under McVeigh. He ordered Chinese food under a name of Robert Kling, and then he rented the truck under Robert Kling. Brilliant guy, I have to say. And so that's how they began to put the pieces together. But the hotel was about to be torn down. The mayor of the city called and said, "Do you want it?" We went up and got it with a moving truck, brought it back. We kept it about 6 or 7 years and refurbished it. And I just think that tells so much. And what's different from when we opened and we had, and still do have, first persons, people who lived it, we're now teaching a new generation. And we have to figure out how to connect this story to their lives and make sure that technology and the facts and the brutality of the attack connects with them. These are kids who are killing more people in the afternoon on a war game, on a video game, than died in Oklahoma City. Virtually, but we have to make sure they connect, that these are real lives and these are real people, and we have to show these facts. And in that, we have brought the families and survivors and first responders along. I wouldn't say every one of them, but most of them. The FBI drawing of McVeigh, that's shown in there. This was a discussion when we were, the day before we opened, with with the governor. It's like, why would you show that picture? And every item in this museum cleared our conscience committee, and they all wanted people to see how normal he looked. He did not look like a mad terrorist. He looked like a normal American soldier. And that was an important story to tell. This is our gallery of honor, where all 168 people have a picture of themselves. Their families gave an item, and we have all but one box filled. We filled 11 of them, or 9 of them this year as a part of the 30th anniversary. The families were ready to give their items up. For sure, the hardest thing we did, 100% the hardest thing we asked people to do, was to give a personal artifact that represented their loved ones. But today, you take school kids in there, and they see that. You hear the calling of the names, and you ask them, if something were to happen to them today, what would their families leave behind that would remind them? And every single time, the kids stop and begin to think about what represents their lives. And we moved McVeigh's car in there, which is a key piece of evidence. 10 years ago, we rebuilt part of the museum and put his car in the museum. And I really thought this was going to be a hard sell to the Conscience Committee and to the community. But he was stopped about 45 minutes after the bombing, about 30 miles away, in this big yellow car that he had no tag. And in front of that are the guns, the gun he was wearing, and the scalpel, and other items, and those are on display. And when we put those on display, they were powerful because that's what he had on. That's what got him arrested, because he did not have a license to carry the gun, and so that's what sent him to jail. And then he would not have gone to jail for no tag on the car. But today in Oklahoma and in America, you can carry a gun.
You don't have to have a license. It's illegal. You just can go buy a gun and carry it. So that would not have gotten him into jail in today's world. But 1995, it's what got him to jail, and he was held there. And so that's an important story to tell, how laws change, people change. That's a very important story to bring along. And then we tell the stories of the trial. There were 2 federal trials and a state trial. It was in the news every single day for 4 or 5 years, and we tell that story to the point where people who lived there were sick of it. They were like, move on, go on. And we had to show people how hard it was to be a victim of this and to have to deal with this every single day. And that's the story really we tell as you wrap up the museum and you seek justice. And then there's a quote from the judge of the state trial that says, "It's truly ironic the very government and constitution you profess to hate is the very government that assured you a fair trial and protected your rights." And he gave him that as he sentenced him. And I think those are some of the most powerful words in the museum. And there's not a person who walks through that does not kind of take a breath and think about, maybe our government's not so bad. Maybe we can work through this. Maybe we can figure out our differences. And I think that's something we are challenged with more today than we were when we opened the museum in 2001. We have about 25,000 school kids come through in buses each year. At the end of the museum, they're asked 6 questions. Could they forgive? What about memorials? 5 or 6 relevant questions. It takes them back to 1995 with lessons, and it puts it in their world today. And then we opened, as part of our 30th anniversary, an AI exhibit, Are We Safer Today? And it's a fascinating exhibit with 4 avatars, and you ask a question, and these avatars answer. And then we also have some professional law enforcement in the midst of it. You can see the list of the agencies that participated next to it. But this cleared a lot of government agencies to get done. There was a lot of doubt it could happen, but we've had about, I'd say, 5,000 to 6,000 questions a week since we opened in April, and it hasn't failed us yet. It really puts into their life, in their reality, what they like to see. It's AI, it's avatars, but it's the real life story. And so we know we have to adapt and change as we go further. And then we have this overlook that you begin to understand how the memorial is a memorial to honor and is the symbolic element, and the museum is the education. You don't have to come in the museum. You actually pay to come in the museum, and that's what funds the upkeep of the entire memorial. We're not a government entity. We don't get government funds. So we hope people come in the museum because that's what pays for everything. But you don't have to. You choose to come in there, and you choose to learn that story. It is a hard story. It's not an art museum. People died there for no reason because somebody was mad at his government, that he could take down his government. And so you really can't water down the story to the point that it has no meaning. You have to have people have a little bit of be a little uncomfortable. And we don't apologize for that, but I think people understand that. We're now moving forward. We're adding a 10,000 square foot addition. We're breaking ground in December. I wish it was December. And 3 floors, and we're doing a new orientation theater because we feel like it needs some more explanation. And we're adding a civics lab, which puts, we have a STEM lab that teaches all the different ways, forensics, not everybody's a history student, so if you're a science student, you can still learn the story. But the civics lab will put kids and adults in round tables to begin to have these discussions. We call them better conversations, but face-to-face, putting phones down, putting technology down, and working through issues. And we think that's something that we really need, and it's something that we feel really strongly about. But as part of this, we're bringing back about 250 sheets of granite that was salvaged from the building, and artwork that was salvaged from the building. So we processed all that through the Conscience Committee, making sure that doesn't send them backwards or into a spiral, because those are hard things to bring back. But it also allows us to connect the old with the new, and it gives us a place to put this permanently. So our motto for the 30th anniversary was a day of darkness, years of light. And we feel like we show the horror, we show the hard part. And horror is very subjective. What may be hard for me may be way harder for a victim. Well, obviously it's harder for a victim or a survivor or survivor's kids. But there are many years of light. And we have been the promoter of that. We've pushed the community. We've pushed them to find the good, to work together,
to find the very best of what came out of the worst. And that can't stop. So we can never quit telling the hard part and the senseless lives that were lost, but we also have to keep encouraging people to work together and come together to find the light. Thank you very much. That was very deep. Just one question to go further, because when you look at the slide with the book, you see a mention of WACO. And you also mention, how difficult somehow it is for ex-soldiers to be coming back to society. So what you display is, trying to build bridges with other conversations and not just this attack. How do you envision this? Yeah, one of McVeigh's, one of the things he was frustrated about was how the government responded to Waco, which was a movement, David Koresh and his movement, and they tried to get him to release the children and the guns. That didn't happen. It was a multi-day standoff, and so the government was very heavy-handed. They went in and inside Koresh started a fire. Lots of people died over that. McVeigh was there. He protested that, sold bumper stickers against the government. But one thing we are working on and will announce in January is we have all these soldiers who go to war to fight and protect and defend our country. And then we bring them back, and they get a preferential treatment in hiring. And if you are a veteran, you get several million points, and you get the job over most other people. But we do nothing in the military or the government to teach them to quit being a defender and to be a peacemaker. There's no lessons in that. And so we've been working hard with the military and police departments to figure out what those lessons are, so that we begin to, when you look at the attacks in America, the domestic terrorism attacks, which, by the way, there still is no law against domestic terrorism. And so 30 years later, you look at a lot of the attacks, and they are soldiers who've come home who've not gotten the right help. So that's something we see really important for us to work on in the next few years. Thank you very much. Écoutez, il nous reste 10 minutes. Je vous propose de passer à la série des questions dans le public, si vous le voulez bien. Comme vous voyez, il y a énormément d'expérience, énormément de manières de penser les choses. Donc, je vous en prie, profitez-en. Alors, s'il n'y a pas de questions, j'en profite moi, le temps que vous en trouviez une. Je vais la poser en anglais, histoire que tout le monde puisse la voir. Technology has evolved a lot, and mostly social networks allow to display violence without any filter. Should it change what museums have to show to make an impact or not? Same questions, of course, for Lina. Yes, thank you. We have an exhibition today where we're not showing any corpse or dead people. And as times go by, everyone knows that it's very easy to find them on the internet. So we have a discussion now, why should we hide them? But we haven't decided yet how we should do it, but we want to be a little brave and show the brutality in another way, and not because violence is popular or what we should say, but because the younger generation has to understand what terrorism is. So, for instance, the pictures we are going to use, we will spend a lot of time discussing, but I think can do other things now than we could for 10 years ago. So, for instance, the pictures of corpse, maybe, but also, as Carrie said, we know that the young generation now has video games, and it's virtually very violent, and we also know that they're at TikTok all the time. So how should we approach the younger generations by showing violence is what we are discussing. At the same time, we know that the survivors and the bereaved, they are re-traumatized by very, very
simple pictures or texts. So, and they can be re-traumatized. So it's a balance there. And we have to answer why we should show this violence. What I am afraid of also is that the right-wing extremism in Norway is still there. We don't want to be a museum or exhibition where the right-wing extremists come and have sort of inspiration. So we have to discuss that as well. I would also say citizen journalism. So in Oklahoma City, there was a picture taken of the fireman holding the baby who was dead. And that appeared on Newsweek and on most magazines. Social media wasn't there yet, but a bank teller took, a camera and won a Pulitzer Prize for this picture. Today, everyone has a camera. And everybody has, it's, if you saw last week, Charlie Kirk's assassination, that was on the internet within seconds. So I think one of the things we have to continue to teach is the responsibility we all have with our cameras and how you teach and tell that story, because that video likely should have never been on there for many reasons, if nothing else for his family and for his kids. The rest of us can figure out how to process it, although I don't think we should have to. But we have to continue to teach people that these are arsenals in some way, and we have to figure out how to use them in the right way. They're just as dangerous in many ways as weapons. Thank you. Anyone else? Non, c'est pour ajouter très peu de choses, parce qu'on en a un peu parlé concernant l'INA, et je suis tout à fait d'accord avec ce que viennent de dire mes confrères et consoeurs, la responsabilité dans la diffusion d'images violentes, et c'est très différent évidemment sur les réseaux sociaux, de voir des images sur des formats très courts, diffusées, devenir virales extrêmement vite sans contextualisation, et la responsabilité pour une institution mémorielle de laisser ces images disponibles pour leur intégration dans un documentaire, dans quelque chose qui déconstruit, qui reconstruit, qui permet d'expliquer. L'équilibre est là aussi en ce qui nous concerne en tant qu'institut de l'audiovisuel. You know, I would say the reason we react to all of these events, the way we do is because they are automatically understood properly as an attack on human dignity. And so this is why they are so powerful. We are all wounded in some sense in our humanity in being witness to these kinds of events, whether you're a live witness, as many people were in New York, or watching this through media. And so the question, as we put these museums together, is, how do we defend human dignity in telling these stories? And so the added layer now of the immediacy of social media and the distribution of the kinds of images we're talking about, it makes the dilemma more real, but it doesn't really change it. How do you represent someone's death in a public space? And people are coming to these places and they're expecting to walk out with something that they've learned. Is learning rooted in desensitization to violence? Or can you get something from the image of violence that is represented by the act? I don't have the answer to that, but as I say, I don't think the fundamental challenge has changed, even with the addition of all of these new sources of material, and as quick as they're out there in the world. Merci beaucoup, Cliff. On arrive à la fin de la table ronde et je pense que c'est ce qu'on peut peut-être retenir comme conclusion en quelques mots de la question qui était posée. C'est que pour montrer la violence terroriste dans un parcours muséal, la bonne réponse est d'avoir la dignité humaine au cœur, parce que c'est ce qui doit ressortir d'un tel parcours. Merci encore à tous pour tous vos éclairages passionnants. Il y a une question.
Du coup, j'ai un peu la pression. Maintenant, j'espère que ma question sera à la hauteur. Clémence Coudella, chargée de valorisation pour le service de la mémoire et des affaires culturelles de la préfecture de police. Ma question, elle porte sur les publics. On a vu ce matin qu'une des difficultés du sujet du terrorisme était que c'est un sujet qui n'a pas de fin et qui restera en fait toujours très actuel. Et à travers chacune de vos interventions, vous avez parlé de la question de la transmission au jeune public, à la fois sous la forme de prévention, mais aussi donc, de transmission mémorielle. Comment parler de ce type de sujet à des jeunes, à des enfants, en sachant que c'est quelque chose qu'ils pourraient expérimenter eux-mêmes dans leur vie? Comment ne pas faire de ces espaces muséals des espaces de traumatisme? Quelles sont les réponses que vous leur apportez sur place? Et voilà, comment ça se traduit aussi dans le parcours du musée? Carrie, I feel like you have something to say about that. Well, I didn't even take my own kids through till after 4th grade. I mean, we try. That's up to the parents if they want to bring them through, but we don't bring school groups in. Really, 4th is a national memorial. It's a national standard. 7th grade's important. 9th grade's important. Senior year's important. But that's 9 or 10 years old. Yeah. The starting point. Yeah, and so I think we have to really just make sure they understand the impact of violence and know, in doing so, they learn the facts of the story, and it's important for us to bring the facts to them. And trauma is in everyone's world; it just is, and so we have to figure out how to lay that out in a way. On our app, there's a children's version, and it's told in a much more positive way. And they can put headphones on, take an iPad, but it's told in a way where the heroes and the police and the first responders in different ways. It's not really told, but it's up to the parents if they want to talk about parents dying and things like that. I would add that we do a lot of education programs, and literally we've had millions of kids participate in our programs, both in the museum and online. The most powerful thing for kids of any age, really, but particularly for the younger ones, is the first-person story. Being able to hear someone tell their story and identify in one way or another with it. And so every year we do a new program interviewing people who have a 9/11 connection so that they can tell their story. And I will tell you that there are difficult moments in these stories that young kids are seeing, but we never get complaints about that from the teachers because the stories are authentic. They are very powerful, and the kids understand instinctively the honesty of a personal experience, the power of that, and they respect it. And it really has been the key to, it's the key to the way we tell the 9/11 story in the museum, but it's fundamentally the key to our education programs. There are people who are there. You can identify with these people. You can think about what you would do in these circumstances. How do you help people? How do you look for help? All of these kinds of things, and kids go right for that. Can I? Thank you. Let's Lena, please, and then Jean will add something. Can I just add something? Thank you. Thank you for a very relevant question or comment. And I will say that at the 22nd of July, we have discussed this a lot, and we are having a cooperation with the quite famous and qualified psychiatrist, because we have those that knowledge in Norway now, unfortunately, because of the terror attacks. So we ask for advice from the psychiatrist how we should make our program, and we have made a lot of brochures, for instance, how to speak with children about 22nd of July or war or whatever. So I think it's very important to have knowledge about that. And the other thing I want to stress, that when you are a museum, you are an institution who have exhibition and classrooms and all these physical things. But one of the most important people is the staff you meet. And they are trained to guide you as a family when you come with small children, what you can see or not. So we try to, divide the exhibition in areas, and some of the areas is not very brutal, and we also have a family room
where you can make drawings and have a person who tell the story in a soft way. So it's all about the age and what you are, interested in. And we also are very aware of what's happening to the family after the visit. How should they talk about this afterwards? So we try to have a good conversation with the visitors about this. Agère. Alors moi je vais juste un petit peu compléter parce que je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Bien sûr, il faut faire attention à de quelle manière on expose les enfants dans un musée terroriste, mais c'est une des missions et des objectifs pour moi qui est le plus essentiel aussi, c'est de sensibiliser ces enfants qui sont les futurs adultes de demain à cette question et de les éduquer, de vraiment transmettre les conséquences que ça peut avoir, les mécanismes du terrorisme pour que eux plus tard ne tombent pas dedans ou aient assez d'empathie pour reconstruire un avenir peut-être meilleur et comprendre qu'ils font tous partie d'un tout solidaire, uni et ne pas être aussi comme ces terroristes qui souvent sont des personnes instrumentalisées, qui commettent des actes. Voilà, c'est aussi cette portée essentielle, nécessaire, éducative qui est importante, d'autant plus auprès des enfants. Alors bien sûr, il faut étudier la manière dont on transmet les choses, mais pour moi, c'est vraiment un public important pour le musée. Merci. Et c'était donc une très bonne question. Alors ne partez pas encore, parce qu'il y a une conclusion faite par Adeline Rispal, qui est architecte scénographe et qui connaît bien le musée mémorial du terrorisme pour avoir été à ses côtés dès le début. Et à l'issue de sa conclusion, vous serez tous conviés à un moment un peu convivial, un petit cocktail à la fin de la journée. Et franchement, on s'est dit avec plusieurs des orateurs que vous aviez été extrêmement attentifs, extrêmement réceptifs, et ça nous honore pleinement. Adeline, si tu t'en vas, ça... Excusez-moi, je suis comme vous, je suis un peu fatiguée. Parce que c'était tellement passionnant, tous ces débats. Alors, Elisabeth et Henri m'ont demandé de faire la conclusion. Alors déjà, il n'en est même pas question. Parce que conclure un tel colloque, je ne vois pas quelle légitimité j'aurais à le faire. En revanche, je peux parler des musées, puisque c'est un sujet sur lequel je travaille un peu depuis 40 ans. Et il se trouve que j'ai un peu levé le pied sur la production des musées. J'ai participé à la création d'une vingtaine de musées, ce qui fait beaucoup, et à des concours, probablement encore plus en nombre, je n'ai pas compté, qui font que je suis aujourd'hui en situation plutôt de prendre de la distance pour réfléchir à tout cela et voir quel est le futur des musées.
Alors, celui-là, il a un futur très proche, donc on ne va même pas en parler du musée du terrorisme. On en parle, je vais parler de manière plus générale, mais sur un sujet qui me tient à cœur, c'est la relation entre éducation et musée. Alors j'ai pris des notes parce que là, la fatigue est dans. Alors le musée du terrorisme, oui, auquel j'ai eu la chance de participer de 2019 à 2021 d'une manière assez distante malgré tout, mais mon rôle était d'aider l'équipe à réfléchir à quelles étaient les spécificités d'un bâtiment adapté à ce qu'on voulait faire. Donc qu'est-ce qu'on voulait y faire déjà ? De quoi on voulait parler, comment on voulait en parler, de manière à lister les spécificités de ce bâtiment, pour que lorsque les pouvoirs publics nous proposeraient des lieux différents, on ait les critères pour juger de l'adéquation d'un édifice ou d'un autre à notre projet. Et c'est exactement ce qu'on a fait jusqu'au jour où on nous a proposé ce somptueux bâtiment. J'ai remis un peu le couteau dans la plaie. On avait tellement bien travaillé qu'on l'a tout de suite reconnu comme étant un lieu qui cochait beaucoup de cases. Bon, apparemment pas toutes, hein, sinon on n'en serait pas là. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il avait pour principale caractéristique de manifester dans sa structure architecturale l'accueil, la compassion, l'empathie, puisqu'il avait été créé pour éduquer des enfants socialement défavorisés qui ne mangeaient pas à leur faim, qui ne bénéficiaient pas des soins sanitaires que d'autres bénéficiaient, et aussi évidemment un lieu d'éducation, puisque c'était une école. Donc ça nous avait paru tellement proche finalement de notre propos. Et le bâtiment, manifestant cela, était extrêmement attirant. Il avait aussi pour caractéristique d'avoir en un siècle créé sa propre biodiversité, puisque le parc dans lequel il s'inscrivait était entièrement artificiel, enfin avait été complètement planté à cette époque-là. Excusez-moi, mais c'est vrai que je manque d'eau depuis un moment. Voilà. Donc les événements récents nous montrent une fois de plus que le chemin d'un projet à la fois juste et ambitieux est peuplé d'embûches, on le savait déjà. Aucun musée d'histoire ne saurait échapper à cette réalité, et même d'autres typologies de musées d'ailleurs. Donc il est venu le temps de reprendre l'ouvrage, et là je compatis avec toute l'équipe, et notamment l'équipe d'architectes et de scénographes qui ont beaucoup œuvré et qui se sont projetés dans ce lieu, puisque nous, quand on travaille, on est dedans. Le dessin, tout ça, ça a l'air d'être en dehors de nous, mais non, on vit dedans. C'est-à-dire que dès qu'on fait un projet, on vit dedans pendant des années. Et le jour où ça se construit, on a tellement été dedans qu'on le reconnaît. Et donc, il va falloir s'arracher de là, et c'est pas facile pour des gens qui travaillent sur l'espace de le faire, et je suppose que c'est pareil pour les gens de l'équipe qui aussi se sont projetés dans ce lieu. Mais bon, c'est la vie, et c'est comme ça qu'il faut avancer. Ce musée a une particularité, c'est qu'il n'est pas né, comme la plupart des musées, du besoin impérieux d'une collection à conserver, à étudier, à diffuser, à transmettre aux générations futures. Il est né du besoin impérieux, on en a reparlé toute la journée, et vous le savez, de commémorer évidemment les victimes d'actes terroristes, d'accueillir leurs familles, leurs souffrances, les survivants, toutes celles et ceux qui ont vécu l'événement de près ou de loin, en relation avec les nombreuses structures de soutien et de soins qui ont été mis en place par l'État français, mais aussi de mettre à disposition de la société des clés de compréhension du phénomène terroriste dans toute son ampleur, notamment dans ses conséquences sur la société. C'est donc le musée, ce qui lui a valu son premier nom de Musée mémorial des sociétés face au terrorisme. Si j'ai bien compris, l'histoire n'est pas finie. Donc, ça, je viens de le dire. Alors, il ressort aujourd'hui, oui, de cette migration forcée que les questions que nous nous sommes posées et celles que la mission a continué à se poser, notamment ces dernières années, notamment sur le programme biographique auquel je n'ai pas du tout participé,
vont se représenter. Pourquoi ? Parce que forcément, on change de lieu, il y a une sorte de balayage qui se fait instantanément, enfin instinctivement plutôt, mais aussi qui est nécessaire. Pourquoi ? Parce que le lieu est différent, donc il va imposer ses règles, mais aussi des mutations énormes ont continué à se produire en France, en Europe et dans le monde au niveau écologique, politique, sociétal et numérique. Et Dieu sait s'il y en a, j'en ai fait une liste, mais pour ne pas nous déprimer totalement cette fin de journée, je ne vais pas la lire. Enfin, elle se termine par pandémie de diverses origines à venir. Vous voyez, c'est en plus... Voilà. Ce qui est aussi terrifiant, c'est pour ça que je ne liste pas la liste, parce que ça ferait trop, c'est qu'on peut lire sur le site du ministère de la Santé que 55% des jeunes de 18 à 24 ans ont déjà été affectés par un problème de santé mentale. On le sait, la jeunesse souffre énormément aujourd'hui et les jeunes ont des vrais problèmes de santé mentale dus à des tas de facteurs, notamment la difficulté à se projeter dans l'avenir. On se demande vraiment pourquoi d'ailleurs. Tout est tellement terrifiant et les médias relayent évidemment beaucoup toute cette difficulté que traversent à peu près tous les espaces de la planète. Donc il nous semble aujourd'hui qu'il est évident que la société doit se transformer en profondeur pour affronter ces défis et que ça passera par une transformation profonde elle aussi, non seulement de l'éducation qui a du mal à se transformer, mais aussi des formes de production et de diffusion de la culture dont les musées font partie et les expositions. Alors l'éducation et l'enseignement supérieur pourraient-ils préparer les 15 millions actuels de jeunes par an à relever ces défis ? Les formations de toutes sortes pourraient-elles préparer les 20 millions annuels de jeunes et d'adultes à s'adapter et à construire le futur ? Actuellement, je n'ai pas la réponse, mais ce n'est pas sûr que ce soit oui. Les formations de toutes sortes pourraient-elles préparer les 20 millions annuels... Non, ça, j'ai déjà dit, pardon. Quelle part prendra le milieu de la culture dans ce mouvement de transformation ? Pour les musées, en tout cas, les expositions, ils concernent 120 millions de visiteurs d'expositions par an. Ce chiffre a été calculé par dans une étude de l'OPIEC. Les chiffres datent de 2019, ils sont à peu près les mêmes aujourd'hui. Et dans ces 120 millions, il y a 70 millions de visiteurs dans les musées de France. Pour information, le cinéma concerne 180 millions d'entrées. Donc on ne peut pas comparer les chiffres de l'éducation et de la formation avec les chiffres, évidemment, des entrées, puisqu'il ne s'agit pas des mêmes pratiques en termes de temps et de durée dans l'année. Mais on peut néanmoins se dire que ces chiffres sont peut-être l'occasion de se poser la question du potentiel des musées à participer à l'évolution des objectifs de l'éducation. Là, on revient à mon vieux dada qui est d'essayer de tisser encore plus fort les liens entre les deux. Certains musées le font déjà activement, sciemment ou non, mais un ciblage de ces politiques en direction des lacunes structurelles de l'éducation serait de nature à augmenter leur efficacité, à la fois muséographique et scénographique. Alors, croiser les modalités éducatives, pédagogiques et muséales dans le contexte des bouleversements climatiques et sociétaux me semble donc la voie à explorer. Excusez-moi, je vais reprendre une gorgée d'eau. Car l'exposition est un dispositif à la fois symbolique, intellectuel, spatial, voire artistique, puissant, parce qu'il est parcouru sensiblement, physiquement, émotionnellement, intellectuellement par les visiteurs. Et son objectif est de favoriser leur rencontre avec les œuvres humaines. Donc c'est très différent d'autres types de production culturelle. Mais en tant que professionnels, nous tous, de toutes ces disciplines, si nous ne partageons pas certains savoirs de base avec les visiteurs, notre action n'aura que peu d'impact sur l'évolution de la société. Tout au long de ma carrière, les enseignements de chercheurs dans les sciences cognitives, dans la philosophie et l'histoire, bien sûr, m'ont aidé à construire pour chaque exposition, chaque musée, une sorte de métalangage scénographique inscrivant dans l'espace un environnement signifiant. L'expression d'un système complexe, donc
dynamique. Celui-ci facilite les liens entre les visiteurs dans leur subjectivité, le propos scientifique et les collections, tout en laissant ouvert le système narratif afin qu'il intègre des évolutions, des zones de doute ou de nouveaux événements qui viendraient bouleverser le système. Aujourd'hui, ce sont les recommandations d'Edgar Morin concernant l'éducation de toutes et tous pour affronter le futur qui me semble le mieux refléter le chemin parcouru et le chemin à parcourir par l'éducation et les musées pour atteindre cet objectif. Ce document date de 1999. Ce texte, Edgar Morin a écrit un texte qui s'appelle « Les 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur ». Il date de 2019. Il a été commandé par l'UNESCO pour fêter le 3e millénaire. Et donc les 7 savoirs sont les suivants. Je cite exactement ces termes et les petits résumés viennent de lui. 1. Nécessité de la connaissance, l'erreur et l'illusion. Il s'agit là de comprendre ce qu'est la connaissance humaine, ses dispositifs, ses difficultés, ses propensions à l'erreur, au doute. Il s'agit d'armer chaque esprit dans le combat vital pour la lucidité. On voit facilement l'impact d'une telle connaissance aujourd'hui, avec tout ce qui se passe autour de la difficulté à y voir clair dans ce monde. Le musée est encore un rempart contre la désinformation et le mensonge, mais jusqu'à quand? Il n'y a qu'à voir en Amérique du Nord comment la censure avance à une vitesse terrifiante. Le deuxième point, le deuxième conseil s'appelle les principes d'une connaissance pertinente. Il s'agit là de saisir les problèmes globaux et fondamentaux pour y inscrire des connaissances partielles et locales. Donc développer l'attitude naturelle de l'esprit humain à situer toutes ces informations dans un contexte et un ensemble, et d'enseigner les méthodes qui permettent de saisir les relations mutuelles et influences réciproques entre les parties et le tout dans un monde complexe. Alors là, l'exposition, par sa configuration justement en 3 dimensions dynamiques, parce que parcourue par chaque visiteur, est le lieu par excellence de l'expérimentation intuitive, sensible de l'approche systémique, de la transdisciplinarité et de la complexité. Et ça, les gens qui font des musées le savent. Chaque fois que ça a été possible, nos projets ont tenté d'inscrire dans l'espace des éléments du système complexe dont l'exposition est l'objet, par exemple à l'Historia de la Grande Guerre, au musée de l'Armée, au musée savoisien de Chambéry et autres projets que j'ai eu la chance de produire, avec beaucoup de gens bien sûr. Le 3e conseil est d'enseigner la condition humaine. L'être humain est à la fois physique, biologique, psychique, culturel, social, historique. Cette unité complexe est désintégrée dans l'enseignement à travers les disciplines. Alors enseigner la conscience de son identité complexe, de son identité commune avec tous les autres humains, à partir des disciplines actuelles bien sûr, permettrait de comprendre le lien indissoluble entre l'unité et la diversité de tout être humain. Il me semble que considérer que le visiteur est un être humain dans sa complexité ne va pas de soi. Dans les musées, entre autres, même si des progrès ont été faits ces 40 dernières années, je crois que c'est ce qui m'a le plus désespéré dans ma pratique. Le visiteur lui-même ne la connaît pas, sa complexité, donc ça complique encore les choses. Il ne sait pas comment fonctionne sa mémoire, ses émotions, sa conscience, comment elles interagissent. La plupart du temps, il ne sait même pas comment s'articule sentiment de dignité avec estime de soi et santé mentale. C'est pourtant essentiel. Alors des gens comme Nathalie Bondil, qui était inscrite, mais je ne suis pas sûre qu'elle soit là, je ne l'ai pas vue, qui participe beaucoup de ce mouvement du Care Museum et de la muséothérapie, a beaucoup œuvré afin de donner aux visiteurs, aux usagers, des outils pour se comprendre eux-mêmes, voire se soigner par l'art. Le 4e enseignement est celui de l'identité terrienne. La connaissance des développements de l'ère planétaire qui vont s'accroître tout au long du XXIe siècle et la reconnaissance de l'identité terrienne sont indispensables pour chacun et pour tous. Toutes les parties du monde sont intersolidaires. La crise planétaire crée une communauté de destin. On en a parlé tout à l'heure pour la crise terroriste qui crée aussi une communauté de destin.
Alors ce grand mouvement des musées d'histoire naturelle vers les musées de la biodiversité et de l'environnement est salutaire et va dans ce sens. On le voit tous les jours. Il est vrai que les musées scientifiques ont toujours une longueur d'avance sur ces enseignements, mais bien sûr, ils peuvent être élargis. 5e recommandation, apprendre à affronter les incertitudes. Enseigner les incertitudes qui sont apparues dans les sciences physiques, les sciences de l'évolution biologique, dans les sciences historiques. Enseigner les stratégies pour affronter les aléas, l'inattendu, l'incertain. Et puis cette phrase qui est très connue d'Edgar Morin, apprendre à naviguer dans un océan d'incertitudes à travers des archipels de certitudes. Alors des musées décrivent les conséquences et la gestion de situations catastrophiques d'origine humaine ou naturelle qui sont par essence transdisciplinaires et systémiques. Il en existe plusieurs, dont je pense que celui dont nous parlons aujourd'hui fait partie. 6e enseignement, enseigner la compréhension. La compréhension est à la fois un moyen et une fin de la communication humaine. Éduquer aux compréhensions mutuelles nécessite une réforme des mentalités pour sortir de l'état barbare d'incompréhension. Étudier l'incompréhension dans ses racines, dans ses modalités et ses effets. Étudier les causes plutôt que les symptômes, le racisme, la xénophobie, le mépris. Il s'agit là des bases d'une éducation pour la paix dont nous avons bien besoin. Et les musées de guerre et notre musée, bien sûr, sont concernés en premier lieu. Enfin, la 7e recommandation, c'est apprendre l'éthique du genre humain. L'enseignement doit amener à une anthropoéthique par la considération du caractère ternaire de la condition humaine qui est à la fois individu partie d'une société et société partie d'une espèce. L'éthique individu-société nécessite un contrôle mutuel de la société par l'individu et de l'individu par la société. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Et l'éthique individu/espèce appelle au XXIe siècle la citoyenneté terrestre. Tout développement vraiment humain doit comporter le développement conjoint des autonomies individuelles, des participations communautaires et de la conscience d'appartenir à l'espèce humaine. Voilà, l'exercice auquel je me suis soumise et que je vous ai présenté est une bouteille à la mer, ancrée néanmoins dans la frustration des petits pas accomplis vers une éducation adaptée à notre environnement contemporain. L'urgence est grande, les jeunes générations attendent, elles perdent espoir. Je remercie Edgar Morin de m'avoir accompagné et vous de m'avoir écouté.